Binge Audio. Il n'y a rien de plus injuste que la maladie. Elle s'abat sans prévenir sur les uns, quand d'autres sont laissés tranquilles et insouciants, parfois même jusqu'à 100 ans. Certaines maladies, comme la tuberculose, frappent avec d'autant plus d'injustice qu'elles sont souvent la conséquence de fortes inégalités. La santé, donc, n'est pas qu'une question de patrimoine génétique, elle est aussi liée aux conditions sociales d'existence. C'est ce que dit Laure Pitty, une sociologue travaillant à Saint-Denis, que l'on entendra dans quelques minutes. En attendant, on rejoint Pierre, l'infirmier, à Paris de l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose. Lui me dit qu'il n'a jamais eu peur d'attraper la tuberculose. Tant mieux. Mais pourquoi, après tout ? Sa réponse est claire. On a quand même moins de chances d'avoir des tuberculoses aussi graves. Parce qu'on est privilégié. parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est riche, parce qu'on dort sous un toit, qu'on mange tous les jours. Et du coup, on a moins de facteurs de risque. On a aussi facilement accès aux soins. Je suis pas dans un pays étranger où je ne communique pas la langue, où je n'ai pas aucun droit, où je ne sais même pas où m'adresser pour voir un médecin. Du coup, je crois que ce qui me choque plutôt, c'est ces parcours de vie très durs, avec ce fossé social qui existe à Paris, cette violence sociale qui existe en Île-de-France, parce que c'est pas que Paris, qui existe dans le 93, où on laisse des gens mourir dehors, dans une situation pas possible. Et là, on a quand même l'impression qu'on n'est pas face à quelque chose qui est insolvable. On est face à des situations qui sont, pour la plupart, solvables. Du coup, ça peut être un peu frustrant parfois, ouais, dans ce métier-là. La frustration, on ne la lit pas, on ne la sent pas chez Pierre. Dans le local du SAMU social, avec l'ensemble de l'équipe mobile de lutte anti-tuberculose, il travaille d'arrache-pied pour soigner, aider et surtout rassurer les malades. Dans ses mains, un agenda entièrement noirci. Ces journées sont surchargées parce que l'enjeu est colossal et les malades encore bien trop nombreux. Mais la tuberculose, c'est une maladie qui reste très présente en France. On a autour de 5000 cas par an en France. Docteur Yacine Tandjaoui Lambiotte, chef du service de pneumologie et de maladies infectieuses à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. Vous me disiez, en fait, la tuberculose est partout, surtout dans le métro. La tuberculose, elle est dans l'être humain. Donc, partout où il y a des êtres humains, la tuberculose. Et plus les êtres humains sont concentrés au même endroit, et plus il y a de tuberculose. Donc oui, le métro, c'est un modèle expérimental. Et c'est sûr que si on regarde l'incidence de la tuberculose, c'est-à-dire le nombre de cas qui arrivent dans l'année, dans le Marais Poitevin, on est assez rassuré. Si on regarde la Seine-Saint-Denis, c'est une autre histoire. En Seine-Saint-Denis, il y a des taux d'incidence de tuberculose qui sont très élevés. Alors les gens ont appris à réfléchir un peu avec le nombre de cas pour 100 000 habitants avec le Covid. Les gens savent que le seuil d'alerte pour le Covid, quand on a commencé à se préoccuper de regarder les chiffres un peu, c'était quand on est arrivé à 50 pour 100 000. La tuberculose, pour vous avoir l'ordre d'idée, en Seine-Saint-Denis, c'est 24 pour 100 000. Et 24 pour 100 000, c'est beaucoup. Sur la France entière, on est plutôt autour de 6-7 pour 100 000. Et 24 pour 100 000, c'est un peu comme si c'est le même taux qu'il y a dans des pays qu'on n'imaginerait pas comparé à un territoire français. Et on a un taux qui est l'équivalent de la Biélorussie, le Honduras. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Pourquoi le contraste est-il si fort entre la Seine-Saint-Denis et les autres départements ? On a posé la question à Laure Pitty, sociologue, enseignante-chercheuse à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et au Centre de recherche politique et sociologique de Paris. Il y a toute une série de conditions de vie qui ont un effet sur la santé. Et en Seine-Saint-Denis, on est dans un département qui est le plus pauvre de France hexagonale. On est dans un département où il y a majoritairement des classes populaires racisées. Donc, classe populaire, c'est-à-dire des employés,
c'est-à-dire des ouvriers et des ouvrières. Ce sont des gens qui vivent dans des logements exigus. On a une proportion de logements surpeuplés selon les catégories de l'INSEE qui est très importante en Seine-Saint-Denis, dans des logements aussi qui sont souvent insalubres. Donc tout ceci concourt à créer des conditions d'existence qui ne sont pas des conditions faciles et qui surexposent à certains risques pour la santé. Et on a une carence très forte en Seine-Saint-Denis de soignants qui aboutit à des déserts médicaux urbains, là où on pense souvent qu'ils sont dans les mondes ruraux. Et ce que l'on a vu très clairement, c'est la façon dont les politiques de santé sont des facteurs aggravants de l'état de santé des populations, qui sont déjà les plus éloignées du soin, non pas de leur fait, mais du fait des conditions structurelles d'existence. On entend beaucoup que c'est une maladie de la précarité, mais en fait, vous dites que c'est une maladie de la promiscuité. Ça va ensemble, souvent. Ça va ensemble, oui. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on est précaire, quand on est pauvre sur le plan financier, on a tendance à habiter plus nombreux dans des plus petits endroits. Mais si je prends un patient qui soit économiquement riche, imaginons que ce soit le congrès des patrons du CAC 40, et qu'ils se retrouvent tous dans le lockdown dans le même hôtel. Ils sont tous enfermés dans le même hôtel. Et ils partagent tous la même suite pour des raisons qui m'échappent. Ils ont peut-être des milliards sur leur compte en banque, mais ils vont partager la tuberculose de la même façon. C'est pas le compte en banque qui va sauver les gens de la tuberculose. C'est l'espace dans lequel ils vont vivre. Ce qui est assez compliqué, c'est que on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que certains patients vont développer une tuberculose. Parce qu'en fait, probablement qu'on a quasiment tous rencontré au moins une fois dans la vie la bactérie. Alors, on appelle ça une mycobactérie. Myco, ça veut dire champignon. En fait, une bactérie qui a une forme de champignon, donc mycobactérie. On pense qu'il y a probablement, entre ceux qui vont respirer une fois la bactérie et ceux qui vont développer la maladie, il y a un rapport de 10 à 1. C'est-à-dire que 10% des gens qui vont respirer la bactérie vont peut-être en faire une maladie. Pourquoi ? On ne sait pas très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand nos défenses immunitaires diminuent, on peut avoir une bactérie, une tuberculose qui était, on va dire, latente. C'est-à-dire qu'on avait la bactérie en nous, mais on n'avait pas la maladie. Et parce que nos défenses immunitaires vont diminuer de façon très importante, à ce moment-là, c'est comme si la bactérie se réveillait et on développait la maladie. Il y a plein de gens qui sont économiquement très bien portants, qui peuvent avoir des millions en actions et qui vont malgré tout avoir une tuberculose. Vous en avez déjà vu ici ? Des gens qui ont des millions en actions, ils sont assez rarement hospitalisés pour la publique de Saint-Denis. Mais oui. C'est pas un bon père de famille, professeur. Ah oui, si, non, mais ça arrive tout le temps. Oui. Ça arrive tout le temps. Avez-vous un souvenir marquant ? Un parcours, une personne, une histoire ? Ouais, j'en ai plein. Donc, je m'appelle Yassine Tandjaoui parce que mon père est algérien. Aujourd'hui, il est français, mais il était algérien à l'époque. Il est arrivé en France quand il avait 13-14 ans. Et il était nourri correctement, il habitait dans un appartement, il n'était pas dans un bidonville. Et il était très très fort en sport. Très fort en sport, ça veut dire qu'il était qualifié pour les JO au 100 mètres. Et donc il était qualifié pour les JO de Mexico, 1968. Et sauf qu'il n'a pas pu y aller parce qu'il a chopé la tuberculose. Moralité, il s'est battu toute sa vie pour lutter contre la tuberculose, donc il est devenu pneumologue. Et il s'est beaucoup battu contre la tuberculose. Et son combat l'a tellement marqué que j'ai fait moi-même la même chose, vous voyez. Je suis pneumologue et je me bats contre la tuberculose. En France, grâce au combat de nombreux médecins et des docteurs Tandjaoui, père et fils, on guérit a priori de la tuberculose. Oui, mais encore faut-il avoir accès à un médecin. À Saint-Denis, ville située aux portes de Paris, on pointe désormais un véritable désert médical urbain. Les urgences explosent, la population augmente, les besoins y sont denses et immenses, mais les médecins, eux, fuient le territoire. Alors, les retards de diagnostic font des ravages. Que se passe-t-il et comment en est-on arrivé là ? Le docteur Tandjaoui Lambiotte y a, semble-t-il, déjà longuement réfléchi. La Seine-Saint-Denis, c'est à peu près 2 millions d'habitants, un tout petit peu moins. Paris intramuros, c'est 2,2 millions d'habitants. Donc on va dire en termes de population, Paris intramuros et la Seine-Saint-Denis, c'est assez similaire. Si je regarde l'offre de soins, il y a une petite dizaine de centres hospitaliers universitaires dans Paris intramuros. Il y en a un seul en Seine-Saint-Denis. Il y a à peu près 1000 professeurs de médecine dans Paris intramuros. Il
Il y en a 80 en Seine-Saint-Denis. Et si je regarde ma spécialité, les pneumologues, les pneumologues libéraux, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas à l'hôpital, mais qui travaillent vraiment en cabinet privé, intramuros, ils sont pas très loin d'une centaine. En Seine-Saint-Denis, ils sont 4. Évidemment que si on regarde la quantité de médecins par habitant en Seine-Saint-Denis, on n'est pas en plein Sahara. Il y a plus de médecins par habitant en Seine-Saint-Denis qu'il y en a en Lozère ou qu'il y en a dans certaines régions dans France métropolitaine. C'est la comparaison avec Intramuros qui est vraiment très surprenante. En fait, c'est plutôt le fait que tout est archi-concentré dans Intramuros. Et ce qui est très vrai, c'est que les endroits où il y a des déserts médicaux urbains sont les mêmes endroits où il y a des déserts médicaux pour d'autres corps d'activité. Le médecin, il n'est pas hors sol, en fait, il vit avec la société. Donc là où il y a un manque de tout, le médecin n'a aucune envie de s'installer. Donc il va lui aussi partir. En tout cas, vous, ça vous a semblé essentiel de travailler ici, de continuer d'y rester? Oui, mais parce que moi, je suis un privilégié. Moi, je peux me permettre d'être fidèle à des convictions, parce que j'ai la chance d'avoir des conditions matérielles de vie qui me permettent ça. Aujourd'hui, je vis dans Paris intramuros, et si je vis dans Paris intramuros, c'est pas grâce à mon salaire de médecin, c'est grâce à mon héritage. Si je vais compter sur mon seul salaire de médecin, avec 3 enfants à charge, vivre intramuros, c'est pas possible. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la même chance que moi, qui n'ont eu comme seul rapport dans la vie que de compter sur leur salaire de médecin. S'ils veulent vivre dans Paris intramuros, et je les comprends parce que je le fais moi-même, eh ben ils ont besoin de gagner plus d'argent que ce que peut leur donner l'hôpital public. Et pour ça, il faut faire de la médecine libérale. Et pour faire de la médecine libérale, il faut la faire dans un endroit où la population qui va venir comme patient soit capable de payer. La médecine qui se fait en Seine-Saint-Denis, c'est une médecine de très haute qualité. On fait de la recherche clinique en Seine-Saint-Denis, on fait de l'enseignement en Seine-Saint-Denis, on a des thérapies de pointe en Seine-Saint-Denis, et on a des soignants qui sont extrêmement investis. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents, à la fois sur le plan médical, mais sur le plan paramédical. Vraiment, il y a une communauté soignante qui est remarquable en Seine-Saint-Denis. La difficulté, elle n'est pas liée au fait qu'on ne s'occupe pas bien des malades, on s'en occupe très bien. Elle est plutôt liée au fait qu'il n'y a pas assez de gens pour s'occuper d'eux. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. Si on a le sentiment qu'il y a des difficultés sur le plan sanitaire en Seine-Saint-Denis, je pense qu'il faut juste retirer le mot sanitaire. Il y a des difficultés en Seine-Saint-Denis. Alors oui, il y a des chiffres qui parlent et qui disent crûment la réalité de la Seine-Saint-Denis. Et en fait, la Seine-Saint-Denis voit le nombre de ses médecins généralistes baisser plus fortement que partout ailleurs, 2,5 fois plus fortement qu'à l'échelle de la France entière depuis 5 ans. Et aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, il y a 97,8 lits d'hôpitaux publics pour 100 000 habitants, là où, en France, il y en a 147,6. Il y a 97,3 médecins généralistes pour 100 000 habitants, là où, en France entière, il y en a 131,3. Et donc, en fait, c'est des warnings et du rouge donc qui disent l'état d'aggravation dans lequel sont à la fois les états de santé de la population et à la fois les équipements sanitaires qui permettraient d'y remédier. Alors, je réfléchis à ce qui m'a le plus surprise, en fait. C'est cette espèce de contraste entre des inégalités sociales de santé qui sont énormes. Des familles, et notamment des mères, parce qu'il y a pas mal de familles monoparentales, qui se démènent pour lutter contre ces situations-là, avec une force qui est juste époustouflante. Donc ça, d'un côté, et de l'autre, cette espèce, oui, de force du stigmate qui est porté sur ce département. Et ce contraste-là, qui, moi, non pas me surprend, mais me montre aussi la contribution des politiques publiques à la stigmatisation de ces territoires. Et il y a une autre chose sur la santé qui me paraît vraiment très, très importante, c'est que, et on l'a vu avec le Covid, et peut-être que tout le monde, sous les effets de la pandémie, s'est mis à réfléchir au fait que la santé, c'était quelque chose d'essentiel, dont on se rend compte du caractère central quand on ne l'a plus, et combien on est inégaux face à ça. Et combien, au fond, la question de la justice sociale se pose éminemment.
Et donc moi, ce qui me frappe à partir du cas de la Seine-Saint-Denis, c'est ça. C'est cette espèce de bouillonnement local et de stigmate national, en fait. Et ce contraste-là en permanence. En Seine-Saint-Denis comme ailleurs, face aux difficultés de diagnostic de la tuberculose, la solution se trouve en partie dans le dépistage. Maladie contagieuse, la tuberculose se transmet comme le Covid par voie aérienne. La contamination, heureusement, est un peu plus complexe. Impossible sans contact rapproché et prolongé, on parle d'une durée cumulée de 8 heures. Pour freiner la propagation, donc, on contacte immédiatement toutes les personnes proches du malade en veillant à préserver son anonymat. C'est la mission des CLAT, les centres de lutte anti-tuberculose. Un après-midi de printemps, on file à Montreuil pour rencontrer Dominique Mercier, infirmière au CLAT de Seine-Saint-Denis. Enjouée et passionnée, elle doit, dès lors qu'un cas est déclaré à l'hôpital, retrouver et appeler toutes les personnes qui ont été à son contact régulier dans les 3 derniers mois. Un travail de titan qu'elle mène avec d'autant plus de tact et de minutie qu'elle sait que c'est bien là l'unique moyen de rompre les chaînes de contamination. Alors là, je vais passer un coup de fil à une personne dont l'enquête, à un sujet contact, donc une personne qui a été en contact avec une personne qui a une tuberculose. L'enquête a été réalisée par nos collègues d'un département limitrophe, d'un département Île-de-France, et donc ils nous orientent une personne à dépister. Voilà. Donc c'est une tuberculose contagieuse, ça c'est sûr. D'accord, je vais quand même passer un coup de fil à ma collègue. Que c'est un sujet contact en milieu professionnel et donc je vais être sûre de ce qu'ils ont donné comme information. Ça peut être énorme en fait. Si vous voulez, on parle d'une bulle de 2 mètres et d'un temps de contact de 8 heures pour les maladies, les tuberculoses les plus contagieuses. Quand on a un petit enfant jusqu'à 2 ans, donc là, il n'y a pas de notion de temps. Dès l'instant où on est devant une tuberculose contagieuse, dès l'instant où le petit ou la petite a été en contact, on l'oriente en consultation hospitalière. Oui, je dois rappeler un monsieur, un sujet contact qui a fait sa radio et je l'ai eu au téléphone hier pour m'assurer qu'il ait bien fait sa radio. Donc lui, il est au courant du dépistage. Le protocole du dépistage, c'est une radio le plus rapidement possible. Les médecins voient s'il y a une atteinte au niveau du poumon. Il peut y avoir une tuberculose qu'on appelle secondaire. Et puis, c'est une prise de sang qu'on appelle quantiféron. Et ça permet de voir avec un prélèvement sanguin si la personne a été en contact avec la bactérie. En tous les cas, si elle l'a inhalée. À vous de faire en sorte que les personnes se fassent dépister. Oui. Par tous les moyens. Eh ben oui, c'est ce qui est important en fait. C'est le seul moyen qu'on ait d'arrêter la chaîne de contamination, en tous les cas, de la diminuer. Et si la personne refuse de se faire dépister ? On peut rien faire. On peut rien faire. Ça arrive ? Ça arrive. Souvent. Oui. Bah ça arrive. Et pourquoi les gens refusent ? Parce que le dépistage, c'est peut-être pas leur priorité à eux. Là, tout de suite, on a quand même des personnes pour qui la priorité, c'est d'avoir un toit pour le soir, de trouver à manger, voilà. On a été confronté l'année dernière à une personne qui était tellement précaire, qui travaillait de façon non déclarée en restauration et qui ne pouvait pas se permettre de ne pas aller au travail pendant 1 ou 2 journées pour une hospitalisation. Donc notre médecin s'est mis en contact avec le médecin de l'hôpital pour que les examens complémentaires soient faits en hôpital de jour. Ce monsieur n'a pas été hospitalisé. Il a pu continuer son travail parce que l'hospitalisation, ça voulait dire qu'il perdait son travail. Donc par ricochet, il perdait son hébergement. Il aurait été probablement exclu. Voilà, c'est une vraie réalité aussi. Tout ça est tellement à prendre en compte.
Et ce monsieur arrive en fin de traitement et on est vraiment très très content. Et il y a eu une super collaboration avec le médecin hospitalier. On lui faisait ses bilans ici, on lui remettait ses traitements ici. Lui, il le voyait à l'hôpital pour le suivi médical. Enfin voilà, c'était chouette quoi. On a réussi. Le matin même, Dominique Mercier est informée d'un nouveau cas. Une étudiante, dans une université parisienne, vient d'être hospitalisée pour une tuberculose contagieuse. Il faut donc réagir vite et, avant d'appeler l'université, s'assurer qu'elle et sa famille ont bien compris la situation. Comment les gens réagissent-ils quand vous les appelez et que vous les informez qu'ils ont été au contact d'une personne malade? Vous me disiez, beaucoup de gens pensent que la tuberculose n'existe plus. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de personnes qui, quand on les appelle, disent « Bon, mais d'abord, qui vous a prévenu ?» Et puis, la tuberculose, c'était pendant la guerre, en fait, ou à l'après-guerre, ça n'existe plus. Parce que tout simplement, ils ont entendu, ils savent ce que c'est à peu près, hein, ils savent que c'est une maladie qui peut être respiratoire. Et puis, mais tant que ça touche pas le cercle proche, bon bah voilà, on n'a pas de raison d'en parler vraiment. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes études d'infirmière, j'ai fait un stage dans un service de maladies infectieuses et tropicales. Et quand on me donnait mes chambres, je disais, mon Dieu, j'espère que je vais pas tomber sur un cas de tuberculose. J'espère que je vais pas tomber sur un cas de tuberculose. Parce que je me faisais une idée du truc incroyable. Enfin, bon, bah voilà. J'ai pas eu peur longtemps. Voilà, donc cette personne, on a une notion de tout qui remonte à octobre 2021. On a un amaigrissement, une altération de l'état général, sueur nocturne, fièvre, donc c'est quelqu'un qui ne doit pas être très en forme. Voilà, milieu collectif, oui. Et si elle a une adresse, donc on va voir si elle habite chez ses parents, voilà. Je vais, voilà, c'est vraiment un premier contact. Bonjour, Dominique Mercier à l'appareil. Je cherche à parler à... C'est votre... D'accord, donc moi je suis Dominique Mercier, je suis infirmière au centre de dépistage de Montreuil. On a été avertis par l'hôpital Avicenne que effectivement était hospitalisé en ce moment et avait commencé un traitement. Voilà, donc vous avez compris de quelle maladie il s'agissait ? Donc elle vient juste d'avoir 18 ans, cette jeune fille. Donc on a 2 numéros de téléphone. Là je suis tombée sur la maman qui était tout à fait au courant que sa fille était hospitalisée. Et donc là je vais essayer d'appeler la jeune fille. Allô, bonjour, je parle bien. Hein. Bonjour, je suis Dominique Mercier, je suis infirmière au centre de dépistage de Montreuil. Je me permets de vous appeler parce qu'en fait on a été prévenu par l'hôpital que vous étiez hospitalisée et que vous aviez commencé un traitement hier. Oui, vous êtes un peu, vous n'avez pas beaucoup de voix, hein, c'est ça ? D'accord. Alors écoutez, moi je voulais me présenter à vous, prendre de vos nouvelles. Comment vous vous sentez ? D'accord. Donc vous allez être hospitalisé pour quelques jours là. Hein ? Écoutez, moi j'ai prévu de venir vous voir. Si vous voulez, moi je dépends du département de la Seine-Saint-Denis. Et j'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que d'abord, vous avez bien compris pourquoi vous êtes hospitalisé ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, le médecin vous a expliqué que c'était une tuberculose contagieuse ? Donc, en fait, moi, je voudrais faire un petit point avec vous pour voir qui est-ce que vous fréquentez. Voilà, vous poser quelques questions et qu'on fasse connaissance aussi, c'est important. Juste une question, vous habitez chez vos parents, c'est ça ? D'accord, ok. Vous êtes étudiante ? Vous étudiez où exactement ? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des tout petits à la maison ? Non. Écoutez, je veux pas plus vous fatiguer que ça, d'accord ? Je viendrai vous voir soit demain, soit jeudi. Reposez-vous bien. Au revoir, merci. Voilà. Dès le lendemain, Dominique Mercier se rendra au chevet de l'étudiante. Parce que toute la force de son métier est là, rencontrer les malades, les écouter,
les épauler. Un moyen aussi d'aller au plus vite pour poursuivre l'enquête. Par exemple, ce que je vais poser comme question à cette jeune fille, c'est est-ce qu'elle dort toute seule dans une chambre ? Est-ce qu'elle dort avec une de ses sœurs ou parfois avec 2 de ses sœurs ? Pour l'université, est-ce qu'elle a une amie avec qui elle mange tout le temps ou des amis ? Est-ce qu'elle va à des TD, à des groupes ? Voilà. On vous signale souvent des tuberculoses en milieu scolaire ? Ou dans les crèches ou dans les écoles ? Oui, c'est assez régulier. C'est régulier. On a des périodes où parfois ça s'espace un peu, mais oui, de partout. Le BCG, le vaccin n'est plus obligatoire. Ça vous interroge ? Ça m'interroge. Ça me semble très important, et notamment très important en Île-de-France, où il y a quand même un brassage de personnes assez conséquent. Et donc, je pense que c'est des choses qui nous dépassent et qui pourraient peut-être être évitables, je pense.